Ouais, c'est bon. Super. Tu es prête? Ouais, je suis prête. Trop bien. Est-ce que tu veux t'appeler comment? Est-ce que tu veux être anonyme ou pas? Non, euh, pas besoin, comme tu veux. Alors, salut Lorraine. Lorraine, ouais, voilà. Comment tu vas? Comment tu te sens là tout de suite? Je vais bien, j'ai la vie pleine de choses, mais je vais super bien. Je me sens bien, ouais. Ok, Et super. c'est vraiment là, je pense que ça a un effet de raconter de, un peu de ça qu'on va discuter et tout. Je pense que ça a un effet et c'est bien. Ça a quel effet? Je trouve que ça a un effet un peu d'analyse vraiment tu vois, d'essayer de penser comment se passe le processus et qu'est-ce qui là-dedans qui a provoqué des impacts, des effets. Ça, en soi, ça fait un effet de localisation. On localise quelque chose là Hmm. à nous. C'est bien, Tu, je trouve. tu me disais tout à l'heure, quand on s'est appelé, que tu avais rêvé. Tu avais rêvé à propos Ouais, de cet entretien? c'est ça, ouais. Est-ce que tu es à l'aise de raconter ce rêve? Et bah oui, c'est un rêve. J'ai trouvé super beau parce que en fait, je pensais justement qu'il fallait que j'étudie ou que je pense quelque chose parce que ça fait un moment on a discuté de ça et après j'ai emballé des autres choses et ma maison, j'ai fait un déménagement donc j'ai pas pensé à ça et ça fait un moment aussi que je fais pas de séance d'analyse et donc, j'étais un peu inquiète. Je disais, ah, il faut que je pense à ça, j'étudie. Et je pense que mon inconscient, il a fait ça toute seule avec ses rêves parce que, en fait, j'avais une robe qui avait pas le. Ah là là, là, je sais pas dire. Qui avait Les bretelles? Les pas le manches? bretelle, la sustentation pour les épaules. Tu vois, Mhm, il était en train de tomber parce qu'il n'avait pas de sustentation. Et je mhm. cherchais quelque chose. Et là, j'ai cherché quelque chose et là, j'ai trouvé, dans le rêve, j'ai trouvé une voix. Et donc, je trouvais une voix qui pouvait soutenir ma robe. C'est trop poétique même. Et en fait, j'avais besoin d'une robe pour l'entretien. Et c'est la voix que j'ai trouvée qui a fait la sustentation, je sais pas, qui a soutenu les soutiens pour la robe. Donc, j'ai trouvé même poétique parce que justement, là, c'est au niveau de la voix, quoi. C'est pas une image, c'est pas. Mais d'une certaine manière, c'est aussi une robe que je vais habiller là pour dire quelque chose de moi. Et voilà. Trop cool. Est-ce que tu peux Ouais. me dire d'où tu me parles? Alors, je te parle de Brésil. Je suis brésilienne. Je parle de Belo Horizonte. Et je m'excuse un peu pour mes accents parce que ça fait longtemps, je suis habitée en France, mais ça fait longtemps que je parle pas français. J'habitais à Lyon pendant 2 ans, 2 ans. Et, euh, et Comment tu as voilà. Et découvert donc, la psychanalyse? C'est au Brésil? C'est en c'est France? au Brésil. Ouais, non, je suis psychologue. Donc, au Brésil, au cours de psychologie, c'est trop fort la psychanalyse, en fait. On étudie beaucoup. Je sais pas si en France c'est comme ça, mais on a, on a beaucoup des matières par rapport à la psychanalyse. Et c'était un texte de Freud, Les malaises dans la civilisation. Je crois que c'est comme ça en français. Et j'étais au début de cours de psychologie, j'étais décidée, je savais que ça serait la psychanalyse pour moi. Et après, je commençais à étudier, j'ai étudié beaucoup. Ça fait plus de 20 ans. Ok. Et tu as fait combien d'années d'analyse en tant qu'analysante? J'ai fait, alors, on va dire 20 ans, parce que je commençais, j'avais 20 ans. Là, j'ai 40. Mais 20 ans comme ça au total, parce que j'ai arrêté pendant un moment et après, je retournais avec différentes analystes.
Et même en France, j'ai essayé de faire. J'ai fait pendant 2 mois en France, mais je n'ai pas aimé du tout. J'ai dit que la psychanalyse en France, elle est moins souriante qu'au Brésil. C'est Hmm. plus dur, c'est sérieux. Et bah, ça, pour moi, ça n'a pas marché. Hmm. Mais Est-ce bon, que peut-être tu... que tu étais l'analyste aussi. Ouais, est-ce que tu peux me parler de ta dernière séance? La toute dernière, La toute dernière, ou la dernière la plus importante? Un peu comme tu veux. ouais, ouais. Euh, alors, mon analyste, elle habite à Rio de Janeiro, donc c'est pas la même ville. Et pour moi, c'était une chose, c'est pour ça, pour parler de la dernière, il faut que je raconte un peu l'histoire, un petit peu de l'histoire. Je l'ai choisie, je pense, inconsciemment, justement parce qu'elle n'habitait pas à Belo Horizonte, parce que ce truc de voyager et d'avoir quelqu'un qui est dehors, c'est une impression qui c'est une autre chose, c'est quelqu'un qui comprend mieux, je sais pas, c'est cette C'est à combien impression. de temps? Et après, ça fait 500 km pour nous, c'est à côté, parce qu'au Brésil, 500 km, c'est à côté, mais non. Donc tu faisais plusieurs fois par semaine, 1000 km Non, non. aller-retour? Non, justement, quand j'ai commencé l'analyse avec elle, j'avais déjà, je pense, 14 ans ou 15 ans d'analyse. Et je voulais pas quelque chose, justement, par semaine, parce que ça me fatiguait beaucoup, cette routine de faire. C'est pour ça que je dis que, différemment de toi, justement, moi, je supportais pas cette routine de toutes les semaines, même horaire. Ça, et j'avais besoin de rater, de dire, bah, cette semaine, je vais pas. Et je faisais ça souvent, juste pour avoir l'impression que j'ai une petite liberté là-dedans. C'est que moi, je voulais faire l'analyse quand j'ai vraiment un impact que j'ai besoin de faire. C'est pas un truc pour aller, pour dire, ah, je sais pas quoi dire. Cette semaine, j'ai fait ci, ça, ça. Je voulais pas. Voilà, moi, j'aime pas trop le truc, la routine, le truc qui commence à devenir un peu Répétitif. institutionnel, carré, répétitif, justement. C'est le sujet de ma recherche, la répétition. C'est ça. Je voulais pas ça. Et donc, je pensais qu'une analyste dehors, ça serait super. Comme ça, je vais. Donc, ce que je faisais, c'est j'allais, c'est ça, le ton de verbe, une fois à chaque 2 mois. Et donc, je faisais 3-4 fois par semaine. Donc, comme ça, d'un coup, comme ça, 2 fois par jour, tous les jours que j'étais à Rio. Donc, c'était intense. Donc, tout ce que je travaillais au niveau d'inconscient, et ces temps-là, je faisais de rêves, et c'était super bien. Et la première fois que je le cherchais, je lui dis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin d'un truc qui soit contingent, qui soit comme ça ponctuel, qui soit pas répétitif, justement, pour que j'ai l'impression que ça marche. Ouais, je comprends. Est-ce que tu veux bien me raconter la dernière séance sans contexte? Et après, on va D'accord. pouvoir remonter le fil. C'est quand cette dernière fois? Déjà, est-ce que tu peux la mettre dans le temps? C'était quand? Ça fait presque 2 ans. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fois particulière? Donc, c'est une fois où tu vas à Rio pendant une semaine, tu fais plusieurs séances sur cette semaine. Ouais. Et alors, c'était prémédité? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus ou moins parce que je sentais que quelque chose changeait beaucoup dans ma vie. Je sentais que voilà, c'était le moment de finir mon doctorat. Le doctorat, c'était un moment vraiment important où j'ai fait tous les tours de mon analyse, de mes questions. Le sujet que j'ai travaillé là-bas, c'était totalement mon sujet subjectif, moi, quoi, que j'ai travaillé en analyse aussi, mais de façon différente, bien sûr. Et donc, je le disais que c'est comme si j'avais fini un cycle. C'est comme si pour moi, c'est bon, j'ai compris quelque chose, que je peux y aller toute seule. Et c'était un niveau d'une compréhension que elle peut
rien faire, en fait. C'est à moi de faire. Hmm. C'est vraiment Donc en tu arrives dans son profondeur. cabinet et Ouais, tu avais parlé un petit peu de cette fin que tu sentais arriver et c'est tu lui ça. dis ça y est, c'est la dernière séance. Tu l'avais pas Non, j'ai pas prévenu? dit ça. J'ai pas Non. dit ça. En fait, j'ai pas formalisé même pour moi que c'était la dernière. C'était pas Hmm. un truc comme ça. J'ai dit, je sens que quelque chose se vidait, ce truc de venir pour parler à quelqu'un comme si c'est quelqu'un, il sait quelque chose mieux que moi ou qui va localiser quelque chose. Et pour moi, c'était tellement clair que c'est la vie, que c'est fluide, que c'est quelque chose à moi de faire avec et Hmm. que et que c'est vrai que toutes les énigmes que j'avais avant par rapport à moi-même, là, j'étais en train de faire une élaboration de tout ça. C'était Alors, vraiment un moment tranquille. on va parler de ces nœuds et de ces élaborations, mais Ouais, juste que je comprenne ouais. bien, sur cette dernière séance, tu ne lui dis pas que c'est la fin et tu fais une séance comme d'habitude. Tu te rappelles, tu avais dit des choses particulières? Elle-même, elle me disait, c'est un moment super important. Je crois vraiment qu'il t'arrive un moment important de toi-même. C'est à toi de découvrir ça. Elle m'aide à faire ça. Donc, je ne sais pas si on a parlé exactement quelque chose de ce mot fin. Je Mais vous pense vous êtes dit pas. au revoir? Ouais. Et là, j'ai dit, je pense que je vais pas avoir besoin de l'analyse parce que je suis bien. J'ai compris que c'est à moi de faire. Là, c'est à moi Hmm. de faire. C'est un truc vraiment. J'ai sorti un peu du niveau mental de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'énigme de tout ça. Parce qu'avant, j'étais trop dans ce mode de sens. Et après, j'ai compris que c'est un truc pratique, c'est l'acte. Il faut faire avec les symptômes. Il ne Hmm. faut pas essayer de découvrir quelque chose. Il faut le faire. Et Est-ce que voilà, c'était la dernière comme ça. C'était la dernière séance comme hmm. ça que je suis allée à son cabinet et tout. Mm. Est-ce que tu peux me raconter du coup les principaux nœuds intimes que tu as travaillés tu parles Ouais, d'énigmes. C'est quoi l'énigme que tu as tenté de ouais. résoudre? Alors, je crois que c'est l'énigme de féminin. Qu'est-ce que c'est être une femme? C'est un peu général là, comme thème, mais c'est vrai que en fait j'essayais d'être toujours la bonne femme, la femme correcte, peut-être pour fuir un peu de la répétition des femmes de ma famille, donc un symptôme familial quoi, des femmes un peu rebelles, un peu folles, qui font ce qu'elles veulent, mais qu'à la fin elles sont pas heureuses. Je voulais pas ça pour moi. Depuis toujours, je voulais quelque chose de correct, de peut-être pour avoir une reconnaissance du père, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais pris dans un cliché de qu'est-ce que c'est être une bonne femme, une bonne épouse. Mais là, c'était les symptômes justement. Et Mais concrètement, explique-moi, tu avais de la souffrance autour de cette question, tu étais dans un mal-être, enfin, en quoi c'était important pour toi de répondre à cette question? la première fois du tout, je suis allée en analyse, j'avais 20 ans. Je suis allée parce que j'arrivais pas à trouver un petit copain. Parce que je idéalisais trop quelque chose de fantastique et parfaite. Et je voulais occuper cette place de femme spéciale et totalement idéalisée. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver quelqu'un, parce que voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de contes de fées comme ça à Disney et tout. Et l'analyse, elle m'a beaucoup aidée à vider un peu cet idéal de princesse et de prince, voilà. Mais quand même, et donc voilà, je connais quelqu'un et je me suis mariée avec le premier copain que j'ai eu. Et j'ai passé 9 ans comme ça. Et c'est pour ça, en fait, 9 ans en symptôme d'être la super bonne épouse. Et 9 ans, là, j'ai continué en analyse.
j'étais pas heureuse exactement. Parce que justement, c'était pas moi, quoi. Parce que quelque chose qui manquait. Mais comment tu sentais qu'il y avait un problème? Je, 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 j'ai un peu l'impression que les gens, et c'est vraiment une opinion, je me trompe peut-être, mais qu'on vient en Ouais, analyse avec un bagage, une lourdeur, une blessure, quelque chose qui saigne, quelque chose qui fait mal. Est-ce que ouais, toi, tu te sentais malheureuse d'être dans cette quête de la bonne femme? ouais, parce que justement, ça c'était un truc qui me laissait. J'avais des fois je sais pas exactement en panique, mais j'avais de la respiration qui me manquait. J'avais Hmm. pas la bonne respiration. J'avais toujours l'impression que j'étais prise et que j'avais pas ma liberté, qu'il y avait quelque chose que j'étais enfermée et j'avais des angoisses pour ça en fait. Mhm. Mais j'étais toujours la bonne épouse. Mais il y avait une tristesse dans un sens que je voulais en même temps des aventures, de faire des choses, ma liberté, mais je savais pas exactement qu'est-ce que c'est et j'avais peur. Et ça, tout ça, je raconte comme ça parce que je passais en parcours d'analyse justement parce que je pense que à l'époque je savais pas dire comme ça. Euh, En fait, j'avais peur que si je laisse aller à cette liberté, je tombe totalement de l'autre côté, que c'est la folie. Pour moi, c'était si je lâche, je tombe à la folie. Et en fait, c'est toujours ça, les symptômes, c'est qu'on pense qu'il faut prendre et c'est dur, quoi. Et justement, les analystes que je cherchais avant, c'était toujours des analystes durs qui parlaient de choses comme ça, sèches aussi, et que il n'y avait pas trop de gentillesse. Donc, c'est une impression que j'avais besoin de ça, ce truc militaire, pour être la bonne femme, quoi. Et alors, que pas du tout, c'est pas ça, en fait. Est-ce que je serais curieux de mieux comprendre, du coup, c'était quoi cette bonne femme? Donc il y a la bonne femme d'aujourd'hui, Ah après bah, je sais pas analyse. si bonne. Ouais, c'est En tout dans cas, il ce y a la femme sens-là en français. d'aujourd'hui et il y a la femme d'hier qui tentait d'être bonne en perdant peut-être un peu de sa liberté. Concrètement, c'était ne faire aucun conflit, c'était dire oui quand on C'est pense ça. non. C'était quoi en fait ça voulait dire quoi pour toi à ce moment-là? Alors, ouais, déjà, j'étais fière d'avoir un seul copain dans ma vie et donc d'avoir un seul homme que j'ai eu la relation sexuelle. C'était totalement aussi sexuel, quoi. Et oui, d'être compréhensif avec lui, d'être aussi quelqu'un qui le fait rire. J'étais trop dans le mode je vais être super cool, quoi. Hmm. Mais ça, bien sûr, c'était pas conscient. Je faisais pas en mode exprès. C'était un truc totalement profond en moi. C'était vraiment la peur inconsciente d'être. Parce que l'histoire de famille de ma mère, ma grand-mère, c'est de femmes qui sont pas mariées et qui ont un peu de liberté, un peu en mode hippie. Et je voulais pas ça parce que pour moi, c'était pas une bonne référence. Hmm. Peut-être à cause de mon père qui était trop traditionnel. Bref, donc peut-être pour prouver ça, mais aussi parce que les femmes, elles n'ont pas de réponse de quoi faire avec la féminilité. Donc, je t'ai dit une fois que la féminilité, c'est la question de tous. Mais voilà, donc je me prenais dans des clichés comme ça. Donc, Hmm. c'est une femme pure, mais en même temps qui aime son mari et qui est cool et que voilà. En Et bien quoi, sûr que ça n'a pas marché. en quoi pour toi la féminité c'est une question pour tous et toutes? Ouais. Parce que c'est le côté où on comprend pas, parce que les côtés de pouvoir, les côtés phalliques, les côtés virils, on le connaît. C'est d'avoir. L'autre côté, c'est un peu intuitif, c'est un peu noir, c'est un peu obscur. Il faut inventer. Je sais pas si ça se dit, je crois que oui. Mhm. Mais il faut créer quelque chose qui c'est singulier, que personne d'autre a. Et donc,
une fois que c'est pas universel, une fois qu'on connaît pas quelqu'un qui a déjà fait ces schémas, c'est pour ça que le féminin, il faut vraiment qu'on se connaisse et qu'on fasse quelque chose avec, parce que sinon on va toujours essayer de faire le schéma de l'autre. Et les schémas de l'autre, qui c'est les schémas connus, c'est les schémas phalliques, masculins, c'est pas dans le sens de homme-femme aussi, parce que donc les hommes, ils mettent justement, c'est la robe que je parlais tout à l'heure, qu'il n'avait pas de soutien. Justement, ces soutiens que j'ai trouvés dans les rêves, la voix, c'est le soutien que j'ai inventé par rapport au féminin, qui ça fait quelque chose d'unique. Ça tombe pas totalement à la folie, mais c'est pas aussi quelque chose que c'est de l'autre, que c'est un cliché, que c'est universel. C'est quelque chose qu'il faut créer à chacun, à soi-même, son mode. Et ça, c'est ce qu'on appelle de féminin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette. Donc, ça, c'est un peu Lacan. Il dit que la femme, elle n'existe pas. Mais il dit ça dans le sens que la femme universelle, le exemple de femme, le idéal, qu'est-ce qu'on doit suivre, ça n'existe pas. Il faut vraiment chacun inventer, créer la singularité de qu'est-ce que c'est être Lorraine, la femme Lorraine, voilà. Est-ce que te vient en tête des moments clés de ton chemin d'analyse, de tes 20 ans d'analyse, qui ont permis des tournants dans ta recherche, qui t'ont vraiment aidé pour aller à la rencontre de cette femme libre, de cette bonne femme libre, ou de ta féminité, ou de l'arrêt des répétitions, ou de la question de la liberté. Moi, j'entends qu'en fait, on va s'allonger sur le divan, on dit ce qui nous passe par la tête, on a des interprétations ou pas, et ça, pendant 20 ans, ça permet de se réfléchir, de se rencontrer, puis d'émerger de l'autre côté de la rive autre. Est-ce que juste, le changement s'est fait en psychanalyse, dans ta psychanalyse, le changement s'est fait avec l'usure du temps? Tu pourrais pas vraiment pointer du doigt un moment clé ou des moments clés ou des anecdotes? Ou bien est-ce que il y a vraiment eu des tournants? Sache que je serais incapable de répondre à cette question pour ma propre analyse. Je crois que c'est des choses il y a des choses qui sont petit à petit parce qu'on n'arrive pas à lâcher les symptômes facilement. Et même les analystes qu'on choisit, c'est pas par hasard qu'on choisit pour continuer ces symptômes. C'est ça que j'appelle symptômes, c'est justement ce que je cherchais, c'était des femmes correctes pour être mes analystes, justement, avant. Ce que j'appelle de correctes, c'est ce que j'ai imaginé qu'elles étaient comme ça, parce que je connaissais pas profondément, mais de femmes correctes et un peu dures. Et bien sûr que si je cherche des femmes comme ça, c'est vrai que ça va pas trop changer. Tu vois, et la dernière analyste, justement, j'ai dit non, c'est bon, là c'est bon. Si je veux être une femme un peu plus libre, je veux une analyste qui soit aussi libre, qui soit une femme, je sais pas moi, pas trop cliché, quoi, pas trop traditionnelle, avec un mari, 4 enfants, et voilà. Alors, comment tu as su et comment tu l'as trouvée, alors, cette analyste libre? Comment tu sais qu'elle est libre? Je sais pas, des petites choses. Je le trouve un peu, déjà, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, ça ressemble d'être une femme un peu plus, comment dire, elle colle pas trop au standard, au ce qui est padronisé. Et aussi, je sais pas si je peux dire ça, mais une fois je suis arrivée à son cabinet, il y avait un odeur de marijuana. Et là, j'ai trouvé super, j'étais contente parce que je sais pas si c'était elle qui a fumé. J'imagine pas qu'un patient a fumé ça, mais j'imagine que c'était elle. Et j'étais contente avec ça. Je me suis dit, cool, c'est cool ça. Et du coup, est-ce que tu dirais que est-ce que j'ai bien entendu que pour toi, les moments clés de ton analyse pourraient être notamment ces changements d'analystes qui disent des tournants, en fait, c'est des tournants pour toi, le fait de changer plusieurs fois d'analyste?
Ouais, j'ai changé 3 fois. Oui, je pense qu'à chaque fois, c'était quelque chose de différent qui arrivait à moi. Je pense même qu'à chaque fois, c'était de façon un peu moins dure. mais, mais ouais, je pense parce que justement, après, je me suis divorcée et après, j'ai essayé d'avoir cette liberté. J'ai essayé de voyager. C'est là que je suis voyagée. Je partis en voyage en France et, euh, et j'ai essayé de me découvrir. J'ai étudié la psychanalyse aussi. Et j'ai fait des découvertes et ça m'a permis aussi de sortir justement parce que je pouvais passer 20 ans dans la même analyse et peut-être des choses qui n'auraient pas trop changé. Peut-être, je sais pas. Après, je pense vraiment que parler de son histoire, ça permet toujours de faire différemment. Mais bon, des moments clés, je pense que oui, ces changements, je pense que c'était des moments clés. Je me souviens qu'une fois, la deuxième analyste, elle m'a dit un truc, ça m'a venu à la tête là maintenant. Je disais toujours par rapport à mon ex-mari, je disais toujours les mots dispute. Je voulais pas une dispute. Et là, elle a fait je pense que ça c'est dit ça en français, une extension de mots. On a ton chien, c'est ton chien là derrière? Ouais, c'est mon chien là. Quand je suis pas avec elle, elle reste là, ouais. Du coup, j'ai pas entendu. Ton analyse, ça fait une quoi? C'est escansion, ça se dit en français, ça sépare le mot et je disais toujours je voulais pas une dispute et là elle dit une dispute. Je voulais pas cet endroit de pute. Et elle a dit ça, elle a coupé la séance là et là j'ai eu des rêves mais tous les jours après jusqu'à la prochaine séance. Avec des trucs donc ça m'a beaucoup je pense que je voulais fuir de cette justement de ces rotules là d'une femme parce que c'était trop moraliste en fait mon côté d'être la femme correcte, c'était dans ce sens aussi sexuel. Ouais, tu parlais de la pureté. Qui est La ça, pureté, une injonction, ouais, je vais pas commencer c'est le sur mes contraire de la points. pute. Ouais, Ouais. et du coup, je le trouve c'est puissant ce que tu dis. J'ai l'impression que toi, le rêve, parce qu'il est même présent pour notre échange d'aujourd'hui, Ouais. le rêve t'accompagne, tu te lèves et t'es plutôt heureuse d'avoir cette autre vie de signifiant, comme si l'énigme cédait dans tous les sens du terme. Elle cédait et puis elle cédait. Bon, passons avec un C et avec un S. Ouais. Est-ce que du coup, en fait, ces rêves, c'était chouette. Ces rêves ou ces cauchemars, ils t'ont guidé pendant ta psychanalyse et encore aujourd'hui, ils te guident ou pas? Ah oui, les rêves, oui. Et à ce moment-là, c'était un impact, c'était dur, c'est des rêves qui m'ont beaucoup angoissée et que j'ai eu besoin. Et là, j'ai parlé de ça pendant, je crois, 2 mois en analyse. Et c'était bien parce que je pense que là, c'est quelque chose qui a changé. Parce que c'était un tabou qui était coupé là et que j'ai commencé à parler de ça, quoi, de la sexualité d'une autre façon, je trouve. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir grandi et vécu au Brésil impacte cette question de la féminité? Non, mais en fait, ma question, c'est pas celle-là. En fait, ma vraie question, c'est j'ai le préjugé que, en tout cas, en France, on est dans une culture où on attend, enfin en tout cas une femme doit être pure, impure, en tout cas il y a un sous-texte comme ça qui ne m'étonne pas du tout. J'avais envie de te demander, est-ce qu'au Brésil, j'ai le préjugé que c'est une société encore plus machiste? Qu'est-ce que toi t'en dirais? Ici au Brésil, c'est bien divisé, on a un côté un peu plus libre.
c'est le carnaval, le femme, et ben voilà, même si les topless c'est interdit, qu'on a beaucoup de tabous aussi au Brésil, les femmes, c'est aussi un pays machiste. La religion, elle est trop forte. La religion évangélique, c'est trop forte. Donc, c'est pour ça qu'on a ce président-là aussi à ce moment. Et qui c'est super machiste, et que voilà, c'est la misogyne tout le temps. Et donc. Ah oui, lui, il les fait tous, hein. Lui, Ah il ouais, coche toutes c'est les ça. cases de la Oui, voilà, le de racisme, le l'horreur. préconcept, mais ouais. Mais donc voilà, c'est un pays que je crois qu'il y a cette ambiguïté, c'est que il y a un côté trop fort sexuel et l'autre côté qui refoule ça trop fortement aussi et que met la morale, tu vois. Mais moi, par exemple, je suis née dans une ville de plage et c'était libre, quoi. Je passais, j'écris par rapport à ça, j'ai passé mon enfance comme ça, sans vêtements, à la maison, tranquille. Et je pense que ça fait différence au niveau sexuel, je veux dire, parce que c'est vrai que quand je suis habitée en France, c'était horrible. Trop de vêtements, c'est comme si justement j'étais prise et que c'était une prison et que peut-être que ça change un peu. Oui, mais il y a là les deux côtés. On a aussi un truc de la femme correcte, la femme voilà, qui peut avoir cette femme brésilienne. Mais du coup, moi, j'avais compris ton rêve d'hier soir comme cette robe sans bretelles et donc sans soutien qui pourrait du coup tomber et te C'est ça. dénuder, comme Ouais. Ah et du ouais. coup, tu cherches une voie pour retrouver ta robe. Moi, je me disais, c'est pour t'habiller joliment, mais peut-être qu'en fait, c'est le contraire. C'est que tu t'inquiètes de te rhabiller, de cacher ta Ah ouais. nudité. Ça peut être lu comme ça, ouais. Et Ouais, donc, faut c'est pas vrai. que tu sois soutenue, faut pas que ta bretelle de robe soit soutenue. Ouais, peut-être. Mais justement, ce que je trouve cool, c'est que la robe, justement, elle montre et elle cache en même temps. Il faut Mmh. pas tout montrer, mais il faut pas tout cacher non plus. Et c'est ça que j'ai découvert avec ces parcours d'analyse, ces Mmh. parcours d'analyse, c'est que justement, bah, je sais pas, je parle trop là, mais justement, quand je suis voyagée en France, j'ai passé par exemple par des pays, il y a des histoires, par exemple en Amsterdam, où j'ai essayé d'être libre et d'être dans le parc en topless et j'arrivais pas. Et donc, Mmh. j'ai essayé après, de l'autre côté, j'ai essayé d'avoir la liberté que je pensais que je refoulais. Mais en fait, j'ai découvert que c'est pas moi non plus. Donc, Mmh. c'est cool parce que je suis allée de l'autre côté et j'ai dit, mais non, ça c'est pas pour moi non plus. Je suis pas la femme qui a un seul mec dans toute la vie, mais je suis pas non plus l'autre qui va avoir, je sais pas moi, 10 dans la même soirée ou même, bref, c'est pas une question de combien de mecs, non seulement je parle de ça, mais bien Bien sûr qu'il y sûr. a la sexualité là-dedans, Et alors, est-ce que tu dirais mais que tu t'es rencontré? Parce que c'est ça que j'entends, c'est euh, ouais, à la question qu'est-ce qu'être une bonne femme libre ou ouais, une femme ouais, libre ou enfin, qu'est-ce que être la Lorraine ou Lorraine exactement, c'est ça, libre, bonne ou autre, ou rien de tout ça? ouais, Et tu répondrais quoi à ça quand tu regardes ta vie aujourd'hui? ouais. Elle goûte et elle ressemble à quoi ta liberté? Aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai trouvé, même si c'est encore dur de trouver un partenaire où va comprendre ce que j'ai trouvé, parce que voilà, j'ai trouvé que c'est pas pour moi les modes mariés clichés dans le sens de la répétition, de les quotidiens, d'être ensemble tous les jours, d'avoir 4 enfants et de ramener à l'école. Non, ça, je veux pas avoir des enfants. Et ça, c'était dur pour moi d'arriver à cette conclusion parce que je voulais être la femme traditionnelle. Hmm. Mais non plus,
je suis pas la femme qui veut avoir de copains différents à chaque fois. Donc voilà, c'est à inventer aussi. Je sais pas Hmm. qu'est-ce que ça va donner. Il faut que je trouve une relation où je me sens pas sans liberté et dans la routine totale où je n'existe pas. Il y a une annulation de moi-même. Ça, je veux plus. Mais bah, au même temps, je sens que je suis pas non plus, tu vois, la liberté totale, quoi. Et je me sens super bien. Et je pense que vraiment, quand je dis que j'ai fini ma dernière séance, par exemple, j'avais lu un livre qui m'a beaucoup aussi changé, que c'était de Kundera, L'insoutenable peut-être légèreté de Légèreté de l'être. l'être. C'est ça. Et Mhm. ça, c'était avant et après pour moi, parce que là, justement, il dit qu'il faut pas être, bah, c'est pas la légèreté totale, parce que ça donne rien, et c'est pas non plus le truc lourd, quoi. Hmm. Et là, il y a des différentes formes, des différentes manières de relations, d'amour. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve, c'est quoi la manière d'aimer à moi, quoi. C'est pas en Mhm. mode, c'est pas institutionnalisé, c'est pas de signer un papier, de mettre une bague et de dire, bah voilà, c'est fait. Mais non, justement, c'est à créer à chaque jour. Et Tu parles de la Lorraine libre, de la Lorraine femme au travers de sa relation à l'autre, l'amour, sa relation ouais, romantique. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta liberté que tu as découvert, oui, que tu as il y a conquis? ouais. Par exemple, autant que psychanalyste, parce que l'institution de psychanalyse où j'étais pendant toutes ces années, elle est trop fermée, je dirais. Et j'ai découvert que ce sont tous de psychanalystes traditionnels qui vont maintenir des choses qui eux-mêmes ils disent qui sont pas à faveur, mais que finalement sont des gens qui sont totalement dans le mode patriarcal Mhm. Et là, tu et parles de la traditionnel. société de psychanalyse C'est à ça, laquelle tu as appartenais au Brésil. c'est ça, ouais. Dans un mode totalement ancien d'identification avec un analyste qui fait ses côtés paternels. Donc voilà, la référence, c'est toujours le père, l'homme, euh, la famille. Et je peux plus. Mhm. Je peux plus, justement. Et je pense que c'était ce qui me prenait avant dans mon symptôme aussi. C'est pour ça que je passais trop longtemps. Je faisais toutes les journées de psychanalyse. J'ai fréquenté toutes les activités de l'école. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai découvert que la psychanalyse, c'est beaucoup plus vivante que ça, quoi. C'est pas ça. C'est un acte. Aujourd'hui, j'habite dans une maison de campagne où je plante, j'essaie de manger ce que je plante. Donc, je suis Mhm. un peu hippie dans mon mode. Mais je continue avec mon cabinet, avec mes patients. Il y a beaucoup de patients qui sont online, donc en ligne. Donc, je peux faire ça à partir de ma maison de campagne. Et 2 jours par semaine, je vais à la ville et je fais ça présentiellement avec mes Mhm. patients. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois plus, je pense, euh, c'est la Lorraine qui essaie de se détacher de cet endroit cliché traditionnel, la famille, la femme correcte, le père, voilà, et qui essaye de découvrir à moi qu'est-ce que c'est mon chemin. Je trouve que c'est un peu plus libre, c'est à la campagne, c'est avec une psychanalyse que c'est à moi, que au même temps que c'est bien éthique, dans le sens que j'étudie beaucoup, je fais euh, ma transmission de psychanalyse aussi avec ma chaîne et tout. Je fais mon chemin, je trouve. Mhm. J'essaie de faire mon Super. chemin off-road. Ouais. Justement, je mettrai, tu parles de ta chaîne. euh, Ouais. du coup, je mettrai les liens que tu souhaites vers ton blog, ton Ah, Insta ou cool. ton Instagram. Ouais, Donc, merci. tu y parles en portugais.
Ouais, c'est en portugais, oui. Mais Ouais. je suis sûr qu'il y a des gens qui seront heureux de soit d'apprendre, soit Ouais, et d'entendre il y a le notre portugais. conversation aussi là-bas. C'est vrai que tu m'avais interviewé, Ouais. tout à fait. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'était important pour toi de participer à ce podcast? Parce que je me souviens, on a échangé cet été et Ouais, tu t'inquiétais beaucoup puisque le français est pas ta première langue. Et alors c'est moi, ça, ouais. je suis bluffé. Enfin, je trouve ton français incroyable. Ah, Et, merci beaucoup. et tu te rappelles, tu étais très inquiète. Et alors là, moi, je sais pas, tu as pris des cours depuis cet été. En tout cas, bravo, c'était un plaisir de t'entendre. Ah, merci, merci. Pourquoi c'était important pour toi de participer? Ouais, et même quand je te cherchais pour qu'on parle, on discute pour faire la live là, la chaîne, je pense que c'est important de transmettre quelque chose. C'est, là, on est en train de faire, je trouve, une transmission de qu'est-ce que c'est la psychanalyse dans l'acte, pas dans la théorie. On n'est pas institutionnalisé, mais je trouve que ça, c'est super riche pour les gens qui écoutent, je pense, parce que là, on a l'expérience qui c'est unique et tu fais ça, tu prends des expériences uniques et tu donnes la place à ça. Tu dis pas de façon générale la psychanalyse c'est ça et je vois que tu circules entre les différentes psychanalyses, sont pas les mêmes. Mais ça, c'est cool parce que je trouve que c'est ça, en fait, la transmission de la psychanalyse, elle doit être faite une par une. C'est à chaque expérience. Et après, je pense que, voilà, pour moi aussi, c'est bien. À chaque fois que je parle de mon analyse, de mon histoire, je pense qu'il y a quelque chose de différent qui arrive et je suis contente si je peux transmettre ça aussi. À quelqu'un qui va s'identifier à quelque chose, mais bien sûr, l'identification, elle va jusqu'à un point, parce qu'après, c'est à chacun avec son histoire, ses expériences. Mais c'est vrai que parler, et je pense vraiment, et je suis psychanalyste aussi, je pense vraiment que ça a un effet qui change la vie. Parler de Hmm. ton histoire, de son histoire et de donner à ça un autre destin, quoi. Un autre destin. Super comme Un mot de autre. conclusion. Merci Lorraine. Et bah, c'est moi qui te remercie, Guillaume. Merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi aussi. Moi aussi. À très vite. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors je vous propose d'écouter mes autres podcasts. Je vous mets les liens dans le descriptif de cet épisode. Premier podcast, Comment bien se planter, est un podcast pour les entrepreneurs qui veulent débloquer leur rapport à l'échec et à l'argent et développer leur projet dans la joie. Dans ce podcast, je raconte mon propre chemin d'indépendant, mes réussites et mes échecs, et je donne les meilleurs outils qui fonctionnent sur moi et que je transmets en tant que coach pour indépendants. Deuxième podcast, intitulé Comment devenir sexuellement épanoui. Dans ce podcast, des hommes queer, homosexuels, bi ou autres, racontent leur chemin de sexualité et d'intimité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Et enfin, un troisième podcast intitulé Dans les coulisses des céramistes. Des céramistes plus ou moins expérimentés me racontent les coulisses de leur pratique, leur chemin de réussite et d'échec. Merci et à bientôt dans les oreilles.